Ma sœur a rabaissé le petit ami de sa fille parce qu'il était pauvre, jusqu'à ce qu'elle découvre que son grand-père possédait le lieu où ils allaient se marier. Ma nièce Lorraine sortait avec son petit ami William depuis 3 ans. C'était le seul garçon que sa mère n'avait jamais approuvé. Aussi, le seul qui ne l'avait jamais trompé ou utilisé pour son argent. Janet avait toujours manifesté sa désapprobation de façon subtile, pensant simplement qu'ils finiraient par se séparer, donc elle n'avait jamais trop insisté. Eh bien, ils ne se sont pas séparés. Et c'est pour ça que tout a explosé lors de la répétition du mariage. Tout a commencé quand William est arrivé avec sa Nissan cabossée. Il est sorti avec un grand sourire et s'est précipité pour ouvrir la portière à Lorraine avant de lui offrir son bras. Il semblait si heureux, mais leurs visages se sont figés dès qu'ils ont aperçu Janet. Son visage était déjà fermé, et quand ils se sont approchés pour la saluer, elle s'est raidie. Elle s'est essuyé les mains après avoir serré celle de William, et dès qu'il s'est éloigné, elle l'a fixé du regard comme un faucon. Avant même qu'il ait pu engager la conversation avec qui que ce soit, elle s'est approchée de lui avec ce sourire hypocrite et lui a demandé à haute voix si son costume venait d'Emmaüs, parce qu'elle en reconnaissait les étiquettes. William n'a pas réagi à ces remarques. Il a simplement souri et dit qu'il aimait faire du shopping de seconde main pour des raisons écologiques. Cela a semblé irriter encore plus Janet, qui s'est tournée vers son fils pour chuchoter sarcastiquement « Je déteste quand les classes inférieures essaient de s'intégrer ». J'ai immédiatement pris sa défense, disant qu'il était très bien habillé, et elle s'est retournée vers moi avec ce regard acéré pour dire « N'as-tu pas un paiement de maison à faire bientôt ?» Mon estomac s'est noué. Mon mari m'avait laissé avec 400 000 $ de dette de jeu dont je n'avais jamais eu connaissance, et elle m'aidait à couvrir les paiements mensuels depuis. La dette n'avait pas vraiment diminué, toujours autour de 400 000, car ces paiements couvraient à peine les intérêts. Elle adorait me le rappeler, alors j'ai ravagé ma fierté et je suis retourné à la fête, en priant pour qu'elle ne dise plus rien. Mais pendant le cocktail, elle a intensifié son comportement. Elle a remis en question le travail de consultant de William et sous-entendu que c'est ce que disent ceux qui sont « entre deux boulots ». William a répondu qu'il pouvait subvenir aux besoins de Lorraine et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, mais Janet a ricané en disant qu'elle ne pouvait pas se fier à ses paroles à cause de son apparence. Lorraine lui a demandé d'arrêter d'être impolie, mais elle a continué, disant qu'elle ne faisait que veiller sur elle, et a reparlé de l'ex de Lorraine, qui la battait. Elle a dit que lui au moins travaillait dans un grand cabinet d'avocats, et que William devrait lui ressembler davantage. Lorraine a répondu qu'elle était heureuse avec William, mais Janet s'est lancée dans une tirade sur l'importance de la sécurité financière, tout en me jetant des regards insistants. J'ai simplement avalé ma nourriture rapidement et je me suis tue, espérant qu'elle s'arrêterait là. Mais au dîner, Janet a placé William tout au bout de la table avec les plus sains. Quand Lorraine a protesté, Janet a répondu que la famille s'asseyait ensemble, et que William n'était pas de la famille. Je suis intervenu sans même réfléchir pour dire qu'ils étaient ensemble depuis 3 ans, ce qui en faisait déjà de la famille. Janet a souri et a dit « 3 ans. N'est-ce pas aussi longtemps que ton mari t'a caché sa dépendance au jeu ?» Je me suis tue à nouveau, mais j'ai eu mal de voir à quel point Lorraine semblait abattue pendant tout le dîner. Le pire est venu après le dessert. Janet a tiré Lorraine dans le vestiaire à manteau. Je les ai suivis et j'ai tout entendu. Janet a menacé de couper les prêts étudiants de Lorraine ainsi que l'apport promis pour sa future maison si elle emmenait William au mariage. Elle lui a dit « Si tu veux épouser un pauvre, alors tu vivras pauvre ». Elle m'a désigné comme exemple d'un mariage par amour qui se termine en mendiant de l'argent. Lorraine a éclaté en sanglots et s'est enfuie. Elle et William sont partis immédiatement après. Je n'ai pas revu William avant le lendemain matin, au lieu de réception. J'aidais avec les fleurs quand la coordinatrice a soudain eu l'air paniqué en disant que le propriétaire des lieux venait d'arriver, et qu'il ne venait jamais aux événements. Janet a entendu et, pensant qu'il y avait un problème, s'est immédiatement précipitée dehors, et je l'ai suivi. Dans le jardin, nous avons vu William parler à un vieil homme. Janet s'est jetée sur eux en disant au vieil homme que c'était un événement privé et que William n'était pas sur la liste des invités. Le vieil homme l'a regardé calmement et a dit « Je sais. Je me demande pourquoi mon petit-fils en a été retiré. » Le visage de Janet a traversé plusieurs expressions. D'abord la confusion, puis l'horreur pure en réalisant ce qui se passait. William était le petit-fils de l'homme qui possédait tout l'endroit. Il pouvait racheter Janet 100 fois s'il le voulait, et il la regardait comme s'il envisageait de le faire, juste par pure mesquinerie. Le vieil homme s'est tourné vers William et lui a demandé si c'était bien cette femme qui posait problème. William a simplement hoché la tête. Janet a commencé à bafouiller et à essayer de se rattraper. Elle disait qu'il y avait sûrement un malentendu, que William était absolument le bienvenu. Le vieil homme ne voulait rien entendre. Il a dit qu'il avait entendu parler du dîner de répétition grâce à William. Il savait pour les remarques sur Emmaüs et le placement à table. Le visage de Janet est devenu livide. Elle a tenté d'expliquer qu'elle était juste protectrice envers sa fille. Le vieil homme l'a interrompu et a dit qu'être protectrice ne justifiait pas la cruauté. Il s'est tourné vers moi et s'est présenté, Théodore. Il m'a demandé si j'étais la tante que Janet utilisait comme exemple d'échec. J'ai hoché la tête, trop choqué pour parler. Théodore m'a tapoté l'épaule et m'a dit de ne pas m'en faire.
Puis il a lâché une bombe. Il a dit à Janet que le lieu n'était plus disponible pour le mariage. La mâchoire de Janet est tombée. Elle a commencé à supplier, disant que le mariage était prévu pour le lendemain. Theodore a haussé les épaules et dit qu'elle aurait dû y penser avant d'insulter sa famille. Janet s'est tournée vers William et a commencé à s'excuser abondamment. Elle a dit qu'elle ne savait pas qui il était et qu'elle était désolée. William l'a juste regardé et a dit que c'était bien là le problème. Elle ne s'en souciait que maintenant qu'elle savait qu'il avait de l'argent. Theodore a dit à Janet qu'elle avait 1 heure pour retirer toutes les décorations, puis il est reparti, suivi de William. Janet est restée figée 1 minute. Puis elle s'est mise en mouvement et s'est mise à hurler sur moi. Elle m'a reproché de ne pas lui avoir dit qui était vraiment William. Je lui ai dit que je n'en savais rien non plus. Elle ne m'a pas cru et m'a accusé de l'avoir caché. Je suis parti pendant qu'elle râlait encore. À l'intérieur, la coordinatrice du mariage rangeait déjà les affaires. D'autres prestataires arrivaient et se faisaient refouler. Janet appelait frénétiquement d'autres lieux. Aucun n'était disponible à un si court délai. Lorraine est arrivée 1 heure plus tard dans sa robe de mariée. Elle a vu le chaos et a demandé ce qui se passait. Janet lui a dit que William avait saboté le mariage. Lorraine a demandé ce qu'elle voulait dire. Janet lui a expliqué que Theodore était le grand-père de William et qu'il avait annulé le lieu. Le visage de Lorraine est passé de la confusion à la colère. Elle a dit que tout ça, c'était de la faute de Janet. Celle-ci a essayé d'argumenter, mais Lorraine ne voulait rien entendre. Elle a dit que Janet avait été horrible avec William depuis le début. Elle a rappelé toutes les remarques désobligeantes et les menaces de la veille. Janet a tenté de se défendre, mais Lorraine avait cessé de l'écouter. Elle lui a dit qu'elle allait retrouver William et elle est partie. Janet s'est tournée vers moi 1 fois de plus en exigeant que je règle la situation. J'ai ri et lui ai dit que je ne pouvais rien faire. Elle m'a menacé d'arrêter de payer mon prêt immobilier. J'étais terrifié, mais aussi en colère. Je lui ai dit de faire ce qu'elle voulait. J'en avais assez d'être son défouloir. Le visage de Janet est devenu écarlate et elle est partie en furie. Je me suis assise sur les marches du lieu et j'ai essayé d'assimiler tout ce qui venait de se passer. Mon téléphone a vibré, un message de Lorraine. Elle était avec William et voulait qu'on prenne un café. J'ai accepté et je me suis rendu au café qu'elle m'avait indiqué. Quand je suis arrivé, Lorraine et William étaient assis, main dans la main. Lorraine avait quitté sa robe de mariée pour un jean et un pull. Elle avait l'air plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des mois. Ils m'ont expliqué que Theodore leur avait proposé son domaine privé pour une petite cérémonie, juste avec leurs amis les plus proches. William a dit qu'il n'avait jamais voulu que Janet découvre la richesse de sa famille de cette manière, mais que son comportement ne lui avait pas laissé le choix. Lorraine serra la main de William et me dit qu'elle en avait fini avec la manipulation de sa mère. Elle déclara qu'elle préférait avoir des difficultés financières plutôt que de vivre sous le contrôle de Janet. J'étais fier d'elle, qu'elle défende enfin son couple et elle-même. Je leur ai dit que je soutiendrais toutes leurs décisions. William me remercia et dit que Theodore voulait me rencontrer plus tard. J'étais confuse, mais j'ai accepté. Nous avons terminé notre café, puis je suis rentré chez moi pour me changer, l'esprit en ébullition à l'idée de pourquoi Theodore voulait me voir. Mon téléphone explosait de notifications de Janet. Messages vocaux, emails. Les alertes arrivaient en rafale. J'ai jeté un œil à l'aperçu d'un message qui disait « Comment oses-tu » en majuscule, et j'ai décidé de tout ignorer. Vers 14 h, je suis allé au domaine de Theodore. L'allée sinueuse était bordée de vieux chênes, leurs branches formant une voûte naturelle au-dessus de la route. L'endroit était immense, mais sans ostentation. Juste élégant, sobre, avec des jardins parfaitement entretenus et une fontaine qui scintillait sous le soleil de l'après-midi. Theodore m'a accueilli lui-même à la porte, ce qui m'a surprise. Un homme de sa richesse avait sûrement du personnel pour ça. Il portait un simple cardigan et un pantalon, ressemblant plus à un grand-père bienveillant qu'à un magnate des affaires. Il m'a conduite à son bureau, une pièce qui sentait le cuir et les vieux livres. Les murs étaient couverts du sol au plafond de volumes qui semblaient réellement lus, pas juste pour la décoration. Il m'a offert du thé, servi dans un service en argent ancien. J'ai accepté et me suis assise nerveusement sur un fauteuil en cuir bordeaux qui valait sûrement plus que ma voiture. Mes mains tremblaient légèrement quand j'ai porté la tasse de porcelaine fine à mes lèvres. Il m'a demandé de lui parler de ma situation avec Janet, d'une voix douce mais directe. J'ai expliqué les dettes de jeu de mon ex-mari, comment Janet m'aidait à faire les paiements. Les mots sortaient en cascade. Comment mon ex avait caché sa dépendance jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Comment j'étais rentré un jour pour découvrir que toutes nos économies avaient disparu et que la maison était saisie. Theodore hocha la tête, pensif, et me demanda combien je devais. J'ai répondu que le total avoisinait les 400 000 $. Les paiements de Janet ne couvraient que les intérêts, pas le principal. Il n'a même pas sourcillé. Il a juste remué son thé avec une petite cuillère en argent. Il m'a demandé si j'avais des documents. J'ai dit oui, tout était rangé dans un classeur chez moi, documents judiciaires, échéanciers de paiement, lettres des créanciers. Il m'a demandé de les apporter la prochaine fois. J'étais intrigué mais j'ai accepté, me demandant pourquoi un homme aussi occupé s'intéressait à mes problèmes financiers.
Il m'a ensuite interrogé sur mon parcours professionnel. Je lui ai dit qu'avant que tout ne s'effondre, j'étais comptable depuis 15 ans dans un cabinet réputé, spécialisé dans les comptes d'entreprise. Il sembla intéressé et me demanda pourquoi j'avais arrêté. J'ai expliqué que le stress du divorce et des dettes m'avait brisé. Que je faisais des crises d'angoisse à mon bureau, incapable de me concentrer sur des chiffres qui autrefois me semblaient naturels. Et que Janet préférait me savoir dépendante d'elle. C'est même elle qui m'avait suggéré de faire une pause pour me reconstruire, mais cette pause avait duré des années. Théodore fronça les sourcils à ces mots, tambourinant pensivement sur son bureau. Il m'expliqua que sa société cherchait des comptables expérimentés et me demanda si j'étais intéressé. Mon cœur bondit, mais j'ai tenté de rester calme, serrant ma tasse pour cacher mes mains tremblantes. J'ai dit que j'adorerais, mais que j'étais rouillé. Cela faisait 3 ans que je n'avais pas touché un logiciel comptable ni préparé un état financier. Il balaya mon inquiétude d'un geste et dit que les compétences revenaient vite, comme faire du vélo. Il sortit un élégant porte-carte en cuir et me donna sa carte de visite, un papier épais et embossé. Il me dit d'appeler sa responsable RH le lundi. Je le remerciai avec émotion, des larmes me montant aux yeux. Il me sourit chaleureusement et dit « La famille est de la famille, même la famille élargie ». En partant, les pieds plus légers qu'ils ne l'avaient été depuis des années, j'ai croisé Lorraine et William, accompagnés de quelques amis. Ils se préparaient pour leur cérémonie ce soir-là. Lorraine rayonnait de bonheur, ses joues rouges d'excitation. Elle me serra dans ses bras et me demanda si j'acceptais toujours d'être sa demoiselle d'honneur. J'ai répondu « Bien sûr », la gorge nouée par l'émotion. Elle me serra les mains et me dit qu'elle avait préparé une robe simple pour moi dans la chambre d'amis si je voulais me changer. La cérémonie était magnifique et simple. 20 personnes rassemblées dans le jardin de Théodore au coucher du soleil, baignées d'une lumière dorée. Lorraine portait une simple robe blanche en coton avec de petites fleurs brodées à l'ourlet, au lieu de sa robe de mariée élaborée. William portait un jean et une belle chemise, le visage illuminé en regardant sa fiancée avancer vers lui. Ils avaient écrit leurs propres vœux, et tout le monde avait les larmes aux yeux. William parla de trouver un foyer dans le rire de Lorraine, et Lorraine expliqua que William lui avait donné le courage d'être elle-même. Théodore officiait la cérémonie, étant ordonné en ligne depuis des années, sa voix claire et posée guidant leurs promesses. Après le baiser, nous avons tous applaudi avant d'aller dîner. La salle à manger était éclairée aux bougies et par des guirlandes lumineuses. Le cuisinier de Théodore avait préparé un repas délicieux. Rien de sophistiqué, juste une cuisine maison qui nourrissait autant le cœur que l'estomac. C'était parfait. Pas de drame, pas de prétention, juste de l'amour et du bonheur. Vers 21h, mon téléphone sonna. C'était Janet. En voyant son nom à l'écran, mon estomac se noua. Je suis sorti pour répondre. L'air frais du soir me fit du bien après la chaleur de l'intérieur. Elle pleurait et me suppliait de parler à Théodore. Ses mots jaillissaient dans une panique hystérique. Elle disait que le désastre du mariage s'était répandu dans leur cercle social. Les gens se moquaient d'elle. Elle avait été rayée de 3 comités caritatifs, du gala de l'hôpital, de la collecte du musée d'art, et pire encore, de la vente aux enchères annuelles du country club. Je lui ai répondu que ce n'était pas mon problème, d'une voix plus calme que je ne l'aurais cru. Elle est devenue furieuse, ses larmes laissant place à la rage. Elle a dit qu'elle arrêterait immédiatement de payer mes mensualités. J'ai respiré profondément, me sentant étrangement sereine, et lui ai dit de faire ce qu'elle voulait. J'en avais fini d'être sous son emprise. Elle a hurlé que je serais à la rue dans un mois, que je reviendrais en rampant. J'ai raccroché. En retournant à l'intérieur, Lorraine m'a demandé si ça allait. Elle a dû voir quelque chose sur mon visage. Je lui ai parlé de la menace de Janet. William, qui avait entendu, sembla inquiet. Sa mâchoire se crispa. Il sortit son téléphone et passa un appel, à voix basse mais urgente. 10 minutes plus tard, Théodore nous rejoignit, l'air sérieux. William lui expliqua la situation. Théodore réfléchit un moment, les doigts joints sous le menton, puis passa un appel lui aussi. Il parla calmement quelques minutes puis raccrocha. Il me dit de ne pas m'inquiéter pour l'hypothèque. Son avocat me contacterait lundi pour organiser un plan de paiement adapté à mes revenus. J'ai fondu en larmes, tentant de le remercier. Il me tapota la main avec affection et dit que Janet avait gardé ce poids au-dessus de ma tête bien trop longtemps. Le reste de la soirée fut merveilleux. On dansa sur la musique de William diffusée sur des enceintes, on rit aux anecdotes de Théodore sur ses aventures professionnelles, on célébra l'amour du couple. Lorraine et William étaient rayonnants, échangeant des baisers et des gestes tendres toute la soirée. Ils partirent en lune de miel vers minuit. Un simple road trip à la montagne, rien de luxueux. Juste des sacs de randonnée et des chaussures de marche, mais un bonheur éclatant. J'ai aidé à nettoyer, puis suis rentré chez moi. Le cœur comblé. Lundi matin, je me suis réveillé avec 30 appels manqués de Janet. Mon téléphone était en silencieux, mais l'écran était saturé de notifications. Je l'ai bloqué sans écouter un seul message. Puis j'ai appelé la responsable RH de Théodore. Elle m'attendait, sa voix était chaleureuse. Elle m'a fixé un entretien pour l'après-midi. J'ai passé la matinée à mettre à jour mon CV,
mes doigts retrouvant les réflexes malgré les années, et à choisir une tenue professionnelle au fond de mon armoire. L'entretien s'est très bien passé. On m'a interrogé sur mon expérience, ma maîtrise des logiciels, ma manière de résoudre les problèmes. On m'a offert un poste pour le lundi suivant. Le salaire dépassait celui que je gagnais avant que ma vie ne s'effondre. J'ai accepté immédiatement, la voix tremblante de reconnaissance. Cet après-midi-là, l'avocat de Théodore m'a appelé. Il m'a expliqué calmement qu'ils avaient racheté mon prêt à la banque. Mon nouveau paiement ne représentait qu'un tiers de l'ancien. Je pouvais enfin le payer avec mon nouveau salaire. J'ai pleuré à nouveau, submergé par ce retournement de situation. Mardi, Janet s'est présentée chez moi. J'ai vu sa voiture se garer, puis l'ai observée par le Judas tandis qu'elle s'avançait vers ma porte. Je ne l'ai pas laissée entrer. Elle resta sur mon perron à hurler sur la trahison et la loyauté familiale, le visage rouge et gonflé. Je lui ai dit à travers la porte que c'était elle qui m'avait trahi, en utilisant ma dette pour me contrôler. Elle m'a dit que je regretterais tout ça quand j'aurais à nouveau besoin d'aide. Je lui ai répondu que j'avais un travail maintenant et que je n'avais plus besoin de son argent. Son visage est devenu violet de colère. Elle a hurlé que je n'étais rien sans elle. J'ai refermé la porte sur son visage. Elle a tambouriné dessus pendant 10 bonnes minutes avant de finalement partir, ses talons résonnant furieusement sur le béton. Le mercredi, elle a essayé une autre approche. Elle a envoyé son fils Christopher me parler. Il est arrivé, visiblement mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre sur mon perron. Il m'a dit que Janet était dévastée et qu'elle voulait se réconcilier. Je lui ai demandé si elle regrettait la façon dont elle m'avait traité. Il a admis que non. Elle voulait seulement retrouver un accès à Lorraine. Je lui ai dit que c'était à Lorraine de décider, pas à moi. Il m'a demandé de considérer au moins de lui parler. J'ai dit que j'y réfléchirais, mais on savait tous les deux que ce n'était pas vrai. Il est parti, soulagé sans doute d'avoir terminé sa mission pour sa mère. Le jeudi, Janet est montée d'un cran. Elle a appelé mes anciennes amies pour leur dire que je lui avais volé de l'argent. Selon elle, c'était comme ça que je pouvais soudainement m'offrir des choses. La plupart ne l'ont pas cru. Elles avaient vu comment elle me traitait depuis des années. Mais quelques-unes m'ont appelé, intrigué. Je leur ai expliqué la vérité, comment Théodore m'avait aidé à me remettre sur pied. La plupart ont été horrifiés par le comportement de Janet. Mon amie Sandra m'a dit qu'elle avait toujours soupçonné Janet d'être contrôlante, mais elle n'avait jamais imaginé à quel point. Le vendredi, elle s'est pointée dans les bureaux de la société de Théodore alors que je finalisais les papiers pour mon nouveau poste. L'immeuble, tout en verre et en acier, imposant et moderne, avait une sécurité stricte. Ils ne l'ont pas laissée entrer. Elle a fait un tel scandale qu'ils ont dû menacer d'appeler la police. Je l'ai regardée depuis une fenêtre, gesticuler violemment, sa voix perçant même à travers la vitre. Elle est finalement partie, non sans avoir hurlé que j'avais ruiné sa vie. Ma première semaine au travail a été formidable. Mes collègues étaient accueillants et patients pendant que je me réhabituais. Les logiciels avaient été mis à jour, mais les bases étaient les mêmes. Ma supérieure, Maria, m'a dit que j'apprenais plus vite que la plupart des nouveaux. Théodore venait me voir tous les jours, pas de manière envahissante, juste pour s'assurer que je m'intégrais bien. Il passait parfois avec un café, me demandait comment ça se passait, et écoutait vraiment mes réponses. William et Lorraine sont revenus de leur lune de miel, rayonnants. Ils avaient pris quelques coups de soleil et souriaient sans cesse. Ils avaient trouvé un petit appartement adorable en centre-ville, au 3e étage d'un immeuble en briques avec de grandes fenêtres. Rien de luxueux, mais parfait pour eux. Lorraine avait décidé de terminer son diplôme sans l'argent de sa mère. Elle avait déjà fait une demande de prêts étudiants supplémentaires et de programmes de travail-études. Elle était enthousiaste à l'idée de mériter chaque étape. Le cabinet de conseil de William marchait suffisamment bien pour payer leurs factures. Ils étaient heureux. Janet, de son côté, s'enfonçait. Elle avait été écartée de plusieurs comités sociaux. Ses amis du country club prenaient leur distance. L'histoire de son comportement au mariage s'était répandue partout, s'amplifiant à chaque récit. Elle a tenté de redorer son image en prétendant que William les avait tous dupés. Personne ne l'a cru. Même ses alliés les plus proches doutaient. 2 semaines après mon embauche, Janet a tenté une autre tactique. Elle a contacté mon ex-mari en prison, par l'intermédiaire d'un avocat qui répondait encore à ses appels. Elle l'a convaincu de m'écrire une lettre. Je l'ai reçue un samedi, mon nom écrit de sa main que je reconnaissais bien. Il disait que Janet lui avait parlé de mon nouveau travail et de mes connexions. Il réclamait de l'argent pour son compte en prison. Il menaçait de me compliquer la vie si je ne coopérais pas, insinuant qu'il connaissait des secrets à révéler. J'ai montré la lettre à l'avocat de Théodore. Il a dit que c'était clairement du chantage et qu'il s'en occupait. Dès le lundi, mon ex a été transféré dans un autre établissement et a perdu ses privilèges téléphoniques. Le plan de Janet avait lamentablement échoué. Elle s'est alors tournée directement vers Lorraine. Elle s'est présentée à l'appartement de Lorraine pendant que William était au travail. Lorraine m'a envoyé un texto pendant que ça se passait. Elle n'a pas ouvert la porte. Janet est restée dans le couloir à pleurer et supplier. Elle disait qu'elle était désolée et qu'elle voulait juste retrouver sa fille.
Lorraine lui a répondu à travers la porte que les excuses ne suffisaient pas. Il fallait des preuves de changement réel. Janet a promis qu'elle allait changer. Lorraine lui a dit de le prouver en laissant William tranquille pendant 6 mois. Ensuite, elle pourrait reparler. Janet a accepté, mais je doutais qu'elle tienne une semaine. J'avais raison. 3 jours plus tard, elle est accidentellement tombée sur William dans un café. En réalité, elle avait repéré ses lieux habituels et choisi son moment. Elle a tenté de s'excuser à nouveau, le suivant dans le café pendant qu'il commandait. William a simplement pris son café à emporter et est parti. Elle l'a suivi jusqu'à sa voiture, toujours en parlant, ses talons claquant sur le trottoir. Il lui a dit de respecter les limites fixées par Lorraine où il déposerait une demande d'ordonnance restrictive. Elle a reculé, furieuse. Ce week-end-là, elle a tenté une autre approche. Elle a organisé un grand événement caritatif, un de ces galas extravagants qu'elle adorait. Elle a bien fait savoir à tout le monde que Lorraine n'était pas là à cause de William. Elle s'est présentée comme une mère aimante essayant de sauver sa fille d'un profiteur. La plupart des gens ont vu clair dans son jeu. Ceux qui ne l'ont pas vu ne valaient pas la peine d'être connus. L'événement a rapporté moins de la moitié de ce qu'elle avait prévu. Les gens votaient avec leur portefeuille. 1 mois après mon embauche, j'ai été promu. Ce n'était qu'une petite augmentation, mais elle signifiait beaucoup. Je reconstruisais ma vie sans l'aide ou le contrôle de Janet. J'avais mon propre bureau, mon propre ordinateur, mes propres responsabilités. Lorraine s'épanouissait à l'université. L'entreprise de William prospérait. Il prévoyait même une vraie réception pour fêter leur première année de mariage. Janet n'était pas invitée. Elle l'a appris par le bouche-à-oreille et m'a appelé en pleurs. Elle me suppliait de lui obtenir une invitation. Sa voix était rauque, désespérée. Je lui ai dit que ce n'était pas ma décision. Elle m'a répondu que je lui devais bien ça, après toutes ces années où elle m'avait aidé. Je lui ai rappelé qu'elle m'avait fait payer cette aide au prix fort, s'en servant comme d'une laisse. Elle m'a raccroché au nez. Le lendemain, elle a fait quelque chose qui m'a choqué, même moi. Elle s'est rendue à l'université de Lorraine et a provoqué un scandale au bureau des aides financières. Elle a dit que Lorraine mentait pour obtenir des prêts. Elle affirmait que la famille avait de l'argent et que Lorraine commettait une fraude. La sécurité du campus a dû la faire sortir sous les regards gênés. Le bureau a mené une enquête, mais Lorraine a rapidement été blanchie. Janet avait en réalité aidé à prouver que Lorraine était bien financièrement indépendante. Après cet incident, Lorraine en avait fini. Elle m'a dit qu'elle envisageait une ordonnance restrictive. Ses mains tremblaient quand elle m'a montré les mails et textos de sa mère. Je l'ai soutenue dans toutes ses décisions. William avait déjà commencé à documenter les actes de harcèlement de Janet. Ils avaient des enregistrements des caméras de l'immeuble. Des témoins au café. Le rapport de l'université. Leur avocat disait qu'ils avaient un dossier solide. Mais avant qu'ils ne puissent agir, Janet a fait encore pire. Elle a engagé un détective privé pour enquêter sur William. Elle était persuadée qu'elle trouverait quelque chose prouvant qu'il était intéressé par l'argent. Le détective n'a rien trouvé, parce qu'il n'y avait rien à trouver. Mais Janet ne s'est pas arrêtée là. Elle a quand même commencé à répandre des rumeurs. Elle disait que William avait un passé criminel secret. Qu'il avait changé de nom. Qu'il avait d'autres familles ailleurs. Tout n'était que mensonge, mais certaines personnes y ont cru. L'entreprise de William a commencé à en souffrir. Quelques clients ont annulé leur contrat. C'est alors que Théodore est intervenu à nouveau. Il a demandé à ses propres enquêteurs de découvrir qui propageait ces rumeurs. Tout a été retracé jusqu'à Janet. L'avocat de Théodore lui a envoyé une lettre de mise en demeure. Elle y détaillait tout son harcèlement et ses propos diffamatoires. Elle avait 2 options, cesser immédiatement ou faire face à un procès. Janet a paniqué. Elle savait que Théodore avait les moyens de l'enterrer sous une montagne de procédures. Elle m'a rappelé en pleurant, suppliant que je l'aide. Sa voix était petite, tremblante. Je lui ai dit qu'elle avait causé tout cela elle-même. Elle sanglotait, disant qu'elle allait tout perdre. Je lui ai répondu que c'était peut-être ce qu'il fallait. Elle m'a traité de sans-cœur avant de raccrocher. Mais apparemment, la lettre des avocats de Théodore l'avait bien effrayée, car les rumeurs ont cessé. Les clients de William sont revenus. Certains se sont même excusés d'avoir cru au commérage. 2 mois se sont écoulés dans un calme relatif. Janet se faisait discrète. J'ai cru qu'elle avait enfin compris. J'aurais dû me douter du contraire. Elle ne faisait que planifier son prochain coup. Il est arrivé à Thanksgiving. Elle avait toujours organisé le dîner familial dans sa maison parfaite, avec sa vaisselle parfaite. Cette année, personne ne voulait venir. Christopher m'a appelé pour me prévenir qu'elle préparait quelque chose. Il ne savait pas quoi, mais il disait qu'elle agissait bizarrement, marmonnant et faisant des listes. Je l'ai remercié et j'ai prévenu Lorraine. On a décidé de faire notre propre Thanksgiving chez Théodore. Juste nous, William, Lorraine, Théodore, et quelques amis proches. L'ambiance était chaleureuse et accueillante, rien à voir avec les réceptions rigides de Janet. C'était parfait, jusqu'à ce que Janet arrive. Elle avait engagé un autre détective privé pour nous suivre et découvrir où on se réunissait. Elle a tambouriné à la porte en exigeant qu'on la laisse entrer.
Elle hurlait qu'on lui avait volé sa famille. Théodore est allé lui ouvrir calmement. Il lui a dit qu'elle était en train de violer une propriété privée et devait partir. Elle a refusé. Il a appelé la police. Pendant qu'on attendait, Janet est restée sur la pelouse à hurler. Elle m'a traité de tous les noms possibles. Elle a dit que j'avais retourné Lorraine contre elle. Elle a menacé de détruire ma nouvelle vie. La police est arrivée et lui a adressé un avertissement. Elle est partie, mais pas sans promettre que ce n'était pas fini. Le lundi suivant, en arrivant au travail, j'ai trouvé Janet dans le hall d'entrée. Elle avait réussi à passer la sécurité, probablement grâce à son charme d'antan. Elle a commencé à me suivre en disant qu'on devait parler. J'ai continué à marcher. Elle m'a attrapé le bras, et je l'ai repoussé. La sécurité a enfin réagi et l'a escortée dehors. Mais elle est revenue le lendemain. Et encore le jour suivant. À chaque fois, la sécurité l'a évacuée plus rapidement. Le jeudi, elle a été officiellement bannie du bâtiment. Elle s'est alors mise à m'attendre dans le parking souterrain. J'ai dû être escorté jusqu'à ma voiture. Théodore m'a proposé de déposer une ordonnance restrictive, mais je voulais d'abord gérer ça moi-même. Je l'ai appelée ce soir-là. Je lui ai dit qu'elle avait besoin d'aide. Que son obsession était en train de ruiner sa vie. Elle a ricané amèrement, disant que j'avais déjà détruit sa vie. Je lui ai répondu que c'était elle, et elle seule, qui l'avait fait. Elle m'a raccroché au nez encore une fois. Mais elle a cessé de venir à mon travail. La semaine suivante a été étrangement calme. Trop calme. J'aurais dû me douter que Janet préparait quelque chose de plus gros. Christopher m'a appelé un vendredi soir, inquiet. Il m'a dit que Janet avait retiré une grosse somme d'argent et refusait de dire pourquoi. Il l'avait vu rencontrer un type louche dans un petit resto. Je l'ai remercié de m'avoir prévenu et j'ai dit à Lorraine et William de faire attention. Le lundi matin, j'ai compris ce qu'elle avait manigancé. J'arrive au travail, et ma carte ne fonctionne plus. Le gardien de sécurité a appelé. Quelqu'un avait passé un faux appel de menace à la bombe en utilisant mon nom. Tout l'immeuble avait été évacué à 3 heures du matin. L'appel venait d'un téléphone prépayé. Le magasin où il avait été acheté avait des caméras et un propriétaire ancien militaire qui tenait de bons registres. L'enregistrement vidéo montrait clairement Janet à la caisse au moment de l'achat. J'ai dû passer 3 heures avec la sécurité de l'entreprise et la police pour prouver mon innocence. Théodore était furieux en apprenant ça. Ses avocats ont immédiatement porté plainte. Janet a été arrêtée cet après-midi-là. Christopher m'a appelé en pleurs. Il m'a dit qu'elle avait complètement craqué quand les flics sont arrivés. Elle hurlait que je lui avais volé sa vie. Ils ont dû pratiquement la traîner jusqu'à la voiture de patrouille. Elle a été accusée de dépôt de faux signalements et de harcèlement. Sa caution a été fixée à 50 000 $. Christopher a dit qu'il ne paierait pas. Il en avait fini avec elle. Elle a passé 3 jours en prison avant que son avocat ne réussisse à la faire libérer. Ces 3 jours ont dû être l'enfer pour quelqu'un habitué à son style de vie luxueux. À sa sortie, elle avait l'air changé. Plus petite, plus terne. Ses cheveux parfaits étaient plats, ses vêtements de créateur remplacés par une tenue de tribunal basique. Mais elle n'avait toujours pas abandonné. Elle est allée chez Lorraine à 2 heures du matin, ivre morte et en pleurs. Elle a tambouriné à la porte en hurlant qu'elle voulait être pardonnée. Les voisins ont appelé la police. Quand ils sont arrivés, elle a tenté de s'enfuir et est tombée dans les escaliers. Elle s'est cassé le poignet et a été de nouveau arrêtée pour ivresse publique et comportement désordonné. Cette fois, le juge a été moins clément. Il a ordonné une évaluation psychiatrique. Celle-ci a révélé ce que nous soupçonnions tous. Janet faisait une dépression nerveuse. Le psychiatre a expliqué que perdre le contrôle sur Lorraine et moi avait déclenché quelque chose en elle. Elle avait bâti toute son identité autour de son pouvoir et de son autorité. Sans cela, elle ne savait plus qui elle était. Le juge a ordonné une thérapie obligatoire et une ordonnance restrictive. Elle ne pouvait plus s'approcher à moins de 150 mètres de nous. Pendant un temps, tout est redevenu paisible. Je m'épanouissais au travail. Maria m'a dit que j'étais sa meilleure recrue depuis des années. J'avais déjà remboursé une bonne partie de mes dettes. Lorraine brillait à l'université. L'entreprise de William prospérait à nouveau. On faisait des dîners hebdomadaires chez Théodore. Il était devenu un vrai grand-père pour nous tous. Puis Janet a commencé sa thérapie, et a apparemment décidé que tout était la faute des autres. Un jour, sa thérapeute m'a appelé. Elle m'a dit que Janet avait donné son autorisation pour qu'elle me contacte. Elle voulait organiser une séance conjointe. J'ai répondu, absolument pas. La thérapeute m'a dit que cela pourrait aider Janet à accepter la réalité. Je lui ai répondu que la réalité de Janet n'était plus mon problème. Elle a compris et n'a pas insisté. Mais Janet, elle, n'a pas lâché prise. Elle a commencé à m'écrire des lettres. Longues et confuses, dans lesquelles elle disait que je l'avais trahi et volé sa fille. Je les ai toutes données à l'avocat. Il m'a dit de continuer à tout documenter. Puis elle a commencé à envoyer des fleurs à mon travail. Les cartes disaient des choses comme « Je suis désolé » ou « Pardonne-moi », mais les fleurs étaient toutes fanées. La sécurité a commencé à les intercepter. À cause de l'ordonnance restrictive, elle ne pouvait plus assister aux événements familiaux.
Elle a raté la fête de promotion de Christopher. Elle a manqué le 80e anniversaire de sa propre mère. Les gens ont commencé à remarquer. Le moulin à ragots familial tournait à plein régime. Certains membres de la famille m'ont contacté pour savoir ce qui s'était vraiment passé. Je leur ai dit la vérité. La plupart étaient choqués. Ils avaient vu le comportement contrôlant de Janet mais pensaient que ce n'était qu'un trait de caractère. 3 mois après le début de sa thérapie, la thérapeute de Janet m'a rappelé. Cette fois, elle m'a dit que Janet avait eu une révélation. Elle voulait présenter ses excuses correctement. J'étais sceptique, mais j'ai accepté un appel téléphonique avec la thérapeute présente. L'appel a été un désastre. Janet a commencé par s'excuser, mais a rapidement recommencé à me blâmer. Elle a dit que j'avais monté tout le monde contre elle. La thérapeute a essayé de recadrer la conversation, mais Janet a raccroché. Après cette tentative ratée, Janet est devenue plus sournoise. Elle a créé de faux comptes sur les réseaux sociaux pour suivre Lorraine et moi. On les bloquait aussi vite qu'elle les créait. Elle a engagé d'autres détectives privés pour suivre William. Ils étaient loin d'être discrets. William a commencé à les prendre en photo et à envoyer les preuves à notre avocat. Le dossier s'alourdissait. Puis est venu le moment de la réception d'anniversaire de mariage. Lorraine et William avaient organisé une magnifique fête dans la propriété de Théodore, avec uniquement la famille et quelques amis proches, pour célébrer leur amour dignement cette fois. Janet a appris la date on ne sait comment. Elle ne pouvait pas y assister, mais elle a quand même tenté de la gâcher. Elle a appelé tous les prestataires pour annuler leur commande. Heureusement pour nous, ils ont tous appelé pour confirmer. Elle avait été assez stupide pour utiliser son vrai nom. Le jour de la réception, elle a fait quelque chose de vraiment fou. Elle a loué un avion pour survoler le domaine avec une banderole. Elle disait « Lorraine, pardonne ta mère s'il te plaît ». On est resté bouche bée. Lorraine a éclaté de rire. Puis tout le monde a ri. Même Théodore gloussait. Le pilote a dû être bien confus. Janet avait payé pour 1 heure, mais on est juste rentré à l'intérieur et on l'a ignoré. La réception était magnifique. Lorraine portait une robe cocktail simple. William était très élégant dans son costume. Ils étaient si heureux ensemble. Théodore a prononcé un discours touchant sur le fait que la famille, c'est un choix, pas un lien de sang. J'ai pleuré de joie. Christopher est arrivé au milieu de la fête. Il a dit que Janet ignorait qu'il venait. Il avait l'air soulagé d'échapper à ces drames. Ce soir-là, Janet a complètement perdu pied. Elle a conduit jusqu'à la propriété de Théodore et a foncé avec sa voiture dans le portail. Les caméras de sécurité ont tout filmé. Elle est sortie de sa voiture et a commencé à escalader la clôture en robe de créateur. La sécurité a appelé la police tout en la surveillant. Elle est montée à moitié avant de rester coincée. La police a dû l'aider à descendre. Elle a été arrêtée encore une fois. Cette fois, le juge n'a eu aucune patience. Elle avait violé l'ordonnance restrictive de la manière la plus spectaculaire possible. Il l'a condamnée à 90 jours de prison et a prolongé l'ordonnance à 5 ans. Christopher avait l'air soulagé à l'audience. Il m'a confié plus tard qu'il vivait sur des œufs depuis des mois. Avec elle enfermée, il pouvait enfin respirer. Ces 90 jours ont été les plus paisibles que nous ayons eus depuis près d'1 an. J'ai eu une nouvelle promotion. Lorraine a été inscrite sur la liste d'honneur de la faculté. William a décroché un contrat énorme. On a tout célébré ensemble. Théodore participait à presque tous nos dîners. Il disait qu'on lui avait redonné une famille, comme celle qu'il avait perdue quand sa femme était décédée. Et on ressentait la même chose envers lui. Janet est sortie un jeudi. Christopher est allé la chercher, mais il m'a dit qu'elle était différente, plus calme. La rage semblait avoir disparu. Elle a emménagé dans un petit appartement, car Christopher refusait désormais de l'héberger. Elle a dû trouver un emploi pour la première fois depuis des décennies. L'humiliation a dû être terrible pour quelqu'un qui avait toujours brandi sa richesse comme un pouvoir. Elle a trouvé un poste dans un grand magasin de la ville voisine. Une ancienne amie à moi l'Y a vu et m'a dit qu'elle avait l'air fatiguée. Son apparence parfaite avait disparu. Plus de vêtements de luxe ni de coiffure sophistiquée. Juste une femme ordinaire travaillant dans la vente. Une partie de moi avait de la peine pour elle. L'autre se souvenait de toute la souffrance qu'elle avait causée. 6 mois plus tard, j'ai appris qu'elle allait mieux. Christopher m'a dit qu'elle poursuivait sa thérapie. Elle avait cessé de parler de Lorraine et de moi. Elle s'était même fait des amis au travail, des gens simples qui ignoraient tout de son passé. Il pensait que peut-être, perdre tout ce qu'elle avait connu lui avait enfin appris quelque chose. Puis Lorraine est tombée enceinte. Elle et William étaient aux anges. Ils me l'ont annoncé en premier, rayonnant de bonheur. On a tous pleuré de joie. Théodore a immédiatement commencé à planifier une chambre pour bébé chez lui. Ce bébé allait recevoir tant d'amour. Tout le monde était ravi, mais on redoutait tous que Janet l'apprenne. Évidemment, elle l'a su. Dans une petite ville, les secrets ne tiennent jamais longtemps. Christopher a dit qu'elle avait pleuré quand il le lui avait dit. Pas de colère, juste de la tristesse. Elle lui a demandé de demander à Lorraine si elle pouvait envoyer un cadeau. Juste un petit quelque chose pour le bébé. Lorraine a réfléchi pendant plusieurs jours. Finalement, elle a accepté,
mais à travers Christopher. Aucun contact direct. Janet a envoyé une magnifique couverture tricotée à la main. Elle avait apparemment appris à tricoter en thérapie. C'était une couverture jaune pâle avec de petits canards. La carte disait simplement « Félicitations. Avec amour, mamie ». Lorraine a pleuré en la voyant. C'était la première fois que Janet respectait une limite. Il y avait peut-être de l'espoir, après tout. Le bébé est né un mardi. Une petite fille parfaite prénommée Emma, en hommage à la mère de William. Elle avait les yeux de Lorraine et le calme de William. Théodore était le plus fier des arrière-grands-pères. Il l'a tenue pendant des heures, fasciné par ses petits doigts. J'étais la plus fière des grandes tantes. On s'est tous relayés pour aider Lorraine et William à s'adapter à la parentalité. Janet a appris la naissance d'Emma par Christopher. Il a dit qu'elle avait simplement hoché la tête avant de se retirer dans sa chambre. Plus tard, il l'a trouvée en train de tricoter des petits chaussons. Elle n'a pas demandé à voir le bébé. Elle n'a exigé aucune faveur. Elle s'est contentée de fabriquer des choses et de les remettre à Christopher pour qu'il nous les transmette. Chaque article était accompagné d'une simple carte. Pas de manipulation, pas de chantage émotionnel. Juste de l'amour. Il a fallu 2 ans, mais Lorraine a finalement accepté que Janet rencontre Emma. La rencontre s'est faite dans un parc, avec Christopher comme médiateur. J'attendais dans ma voiture, au cas où. Janet est arrivée, nerveuse. Elle avait pris du poids, et ses racines étaient grises. Elle ressemblait à une grand-mère ordinaire, plus à la femme de la haute société qu'elle avait été. La rencontre s'est bien passée. Janet a été respectueuse et silencieuse. Elle a laissé Emma venir vers elle, sans rien forcer. Quand Emma lui a souri, Janet a pleuré. De vraies larmes, pas celles de manipulation qu'on connaissait. Elle a remercié Lorraine pour cette chance et est partie 1 heure plus tard, comme convenu. Pas de drame, pas d'exigence, juste de la gratitude. Après cela, elles se sont vues 1 fois par mois, toujours en public, toujours encadrées. Janet n'a jamais cherché à en faire plus. Elle semblait réellement changer. Christopher m'a dit qu'elle s'était excusée auprès de lui pour des années de manipulation. Elle avait même présenté ses excuses à certaines de ses anciennes amies pour son comportement. La plupart ne l'ont pas pardonné, mais elle l'a accepté. Je l'ai croisée au supermarché 3 ans après que tout ait commencé. Elle avait tellement changé que je l'ai presque pas reconnue. Elle m'a vu et s'est figée. Je m'attendais à de la colère ou à une tentative de manipulation. À la place, elle s'est contentée de dire qu'elle était désolée. Pas un long discours. Juste, je suis désolée pour tout. Puis elle est partie. Je suis resté figé, sous le choc. Plus tard, Christopher m'a confié qu'elle voulait s'excuser depuis des années mais n'avait pas voulu violer l'ordonnance restrictive. Elle était expirée, mais elle gardait tout de même ses distances. Elle avait vraiment changé. La thérapie, la perte de tout, la prison, tout cela avait finalement brisé sa carapace narcissique. Elle ne ferait plus jamais partie de nos vies comme avant, et c'était peut-être mieux ainsi. Lorraine et William ont eu un autre enfant, un petit garçon nommé en l'honneur de Théodore, qui était devenu une pièce maîtresse de notre famille. Janet a envoyé une autre couverture par l'intermédiaire de Christopher. Celle-ci était bleue avec de petits oursons. Elle n'a jamais demandé plus d'accès. Elle semblait se contenter de ce qu'elle avait. Les visites mensuelles ont continué. Emma l'appelait Mamie Janet et adorait les jouets qu'elle tricotait. À ce moment-là, je dirigeais tout un département au travail. Mes dettes étaient presque toutes remboursées. J'avais même commencé à sortir avec un homme gentil du service comptable, Terry. Il me faisait rire et ne se souciait pas de mon passé. Lorraine avait terminé son diplôme et commençait à enseigner. L'entreprise de William prospérait. On dînait tous chez Théodore chaque dimanche. Notre famille choisie était complète. Avec le recul, c'est fou de penser à tout ce qui a changé à partir de ce simple dîner de répétition. La cruauté de Janet s'était retournée contre elle de façon spectaculaire. Elle avait tout perdu en essayant de nous contrôler. Mais en perdant le contrôle, elle avait enfin trouvé qui elle était vraiment. La véritable Janet, pas l'image parfaite qu'elle projetait. Il avait fallu qu'elle détruise sa vie pour la sauver. Nous ne sommes jamais redevenus proches. Les blessures étaient trop profondes, mais nous avons trouvé une forme de paix. Elle respectait les limites. Nous acceptions ses progrès. Emma et son frère la connaissaient comme la grand-mère qui leur tricotait des choses. Ils n'avaient pas besoin de connaître toute l'histoire. Peut-être qu'un jour, Lorraine leur raconterait, mais pas encore. Théodore est décédé paisiblement 5 ans plus tard. Il a tout légué à William, ce à quoi nous nous attendions. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'est qu'il m'avait laissé assez pour rembourser entièrement ma maison. Le mot disait, pour la tante qui a montré du courage quand il le fallait. Nous avons tous pleuré à la lecture du testament. Même l'avocat avait les larmes aux yeux. Janet est venue à l'enterrement. Elle s'est assise au fond et est partie discrètement après la cérémonie. Mais elle était venue rendre hommage à l'homme qui avait changé toutes nos vies. Sans l'intervention de Théodore ce jour-là, qui sait ce qui se serait passé? Il nous avait tous sauvés, chacun à sa manière, même Janet, au final. La vie a suivi son cours. Les enfants ont grandi. Les carrières ont avancé. L'amour s'est renforcé.
Le drame de ses premières années s'est estompé pour devenir une légende familiale.